Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux et nombreuses aujourd'hui. Et merci tout particulièrement à Maria Melchior de m'avoir invitée. Et merci à son accompagnement bienveillant depuis des années. Alors, je vais parler aujourd'hui, comme Maria a dit, sur les violences faites aux filles et aux femmes. Je vais parler du concept de continuum, comment on peut le définir, quelle utilité en santé publique. Et je veux parler des effets de ce continuum sur la santé mentale, au moins ce qu'on sait sur l'effet de ce continuum sur la santé mentale des filles et des femmes, à partir majoritairement des études épidémiologiques. Et après, je vais finir avec quelques pistes d'action. Alors, avant de commencer, je veux bien poser un petit cadre de sécurité. Je vais parler quand même de certains contenus, de certaines choses qui peuvent être difficiles à entendre. Pour certaines personnes qui sont peut-être touchées par ces violences d'une manière directe ou indirecte, n'hésitez pas à faire une pause ou à décrocher si besoin. Alors, quand on parle des violences faites aux femmes, la plupart de nous, la majorité de personnes d'entre nous, on va penser à des événements brusques, brutals, à des féminicides par exemple, le féminicide de Mahsa Amini en Iran, ou bien des féminicides qui se passent en France, certains qui sont brutals, très médiatisés, sidérants. On va peut-être aussi penser à d'autres événements aussi sidérants et même révoltants qui se passent aussi en France et partout dans le monde. Mais en fait, ces événements, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas déconnectés d'autres violences. En fait, les événements médiatisés, c'est ce qu'on voit dans les médias, sur Instagram, sur la télé. Mais dans la réalité, la plupart des filles et des femmes, ce n'est pas des événements uniques. Ce n'est pas des événements qui se passent une fois dans la vie. La plupart des filles et des femmes vont vivre, depuis l'enfance, un continuum de violences. Ça peut être des violences banalisées, ça peut être des violences de tous les jours, et ça peut être des violences répétées. Voici quelques violences, quelques types de violences qui peuvent passer du domaine de l'individu jusqu'à la société. Par exemple, la traite et la prostitution des filles et des femmes, la traite touche majoritairement les filles et les femmes dans le monde. L'harcèlement sexuel au travail, l'harcèlement sexuel dans la rue, qui est vécu par l'écrasante majorité des filles et des femmes. Mais on peut aussi parler des violences économiques. On peut aussi parler des filles qui subissent des mutilations génitales féminines. Mais aussi on peut parler de l'attaque au droit d'avortement. Toutes ces violences-là font partie du continuum. La plupart du temps, quand on va présenter le continuum, on va présenter un pyramide. Ou en bas, on va présenter les violences banales, style l'harcèlement de rue, l'harcèlement dans les transports, ou même les blagues sexistes au travail. Ce n'est pas des blagues sexistes, c'est de l'harcèlement. Mais en fait, on va présenter en haut les féminicides ou le viol, ou les cas les plus médiatisés, car en gros, c'est la partie émergente d'iceberg. Ce n'est pas faux, ce schéma. Mais quand on présente ce schéma en forme de pyramide, pour moi, personnellement, c'est comme si on fait vraiment une hiérarchie. Mais en fait, idéalement, il ne faut pas le présenter comme une hiérarchie, ou bien dire certains événements peuvent être plus graves, même si certains événements sont plus graves, vu leur effet sur la santé mentale. Je pense qu'il faut vraiment le présenter comme un cycle. Car quand on parle de continuum de violence, ce n'est pas juste la priorisation des événements, certains événements plus graves que d'autres, mais c'est le chevauchement, c'est l'accumulation. Alors, voilà, pendant des décennies, beaucoup de féministes parlaient de ce continuum avec différentes définitions. C'est la sociologue chercheuse britannique Liz Kelly qui était la première à vraiment écrire ou parler vraiment de continuum de violences faites aux filles et aux femmes. Elle parlait surtout des violences sexuelles et elle expliquait comment
les violences sexuelles déclarées et reportées, elles sont juste la manifestation de tout un cycle, tout un dynamisme, tout un rapport de pouvoir qui fait que certaines violences qui sont banalisées vont augmenter le risque d'autres violences plus graves. Il faut aussi parler, quand on parle de continuum, d'autres personnes aussi parlent de continuum chronologique, c'est-à-dire les filles et les femmes vont subir ce continuum de violence chronologiquement, même avant la naissance. On a aujourd'hui, dans plusieurs pays dans le monde, des millions de filles qui ne sont jamais nées. En fait, on parle d'avortement sélectif. On parle d'infanticide dans certains pays, même jusqu'à aujourd'hui, où les filles, car elles sont nées filles, elles sont tuées. Du coup, voilà, cette continuum, on peut l'expliquer par un continuum d'événements, de types de violence. Ça peut être expliqué aussi par un continuum chronologique, c'est-à-dire depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, on sait que les filles sont plus à risque de subir plusieurs types de violences, notamment sexuelles à l'adolescence. On parle des violences à l'âge adulte, par exemple les violences conjugales, l'harcèlement au travail, mais aussi il y a des violences à la vieillesse. Par exemple, on parle des violences patrimoniales, économiques, mais pas que. Voilà, du coup, différentes façons de définir ce continuum. Il y a un autre modèle socio-écologique qui pourrait aussi nous expliquer ce continuum. Et là aussi, l'idée, c'est que les violences passent de niveau individuel à sociétal. Mais en fait, c'est plutôt les facteurs sociétaux vont définir qu'est-ce qui se passe dans le domaine individuel. Quand il y a des lois gouvernementaux ou des lois qui font que certaines violences sont moins prises en compte, quand il y a moins, par exemple, d'agents et agences de justice et de police qui sont disponibles pour, par exemple, traiter certains cas de violence, tout ça, ça va aussi décanter et ça va faire qu'on a plus de violences individuelles. Un autre cas, c'est encore une fois, on va le voir tout le long de mon intervention, c'est le fait de banaliser certaines violences va contribuer à augmenter d'autres violences. Par exemple, quand certaines personnes accusées de viol vont quand même réussir à être président d'un pays, ça va quand même contribuer au fait que, bon, c'est pas grave, en fait. Oui, c'est des violences faites aux femmes, mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça fait qu'un homme ne peut pas être président d'un des pays le plus puissant du monde? Alors, ce continuum de violence, il n'est pas juste un outil descriptif. Il ne faut pas juste le comprendre comme un outil descriptif qui va nous permettre d'expliquer ces violences. Il est quand même très, très utile en santé publique et beaucoup de chercheurs et chercheuses en santé publique, en épidémiologie, l'utilisent pour essayer aussi de faire de la prévention. Car en fait, selon une commission de l'Lancet Psychiatry, a bien expliqué que les risques de violence conjugale semblent être le plus élevés dans les sociétés où les relations entre les sexes sont les plus inégales, où les violences à l'égard des femmes sont moins acceptées. Voilà, ça semble être le cas. Si notre tolérance à certaines violences dites banalisées diminue, ça va faire comme une chaîne et ça va faire que certaines violences plus graves vont être diminuées. On va voir, c'est pas aussi évident que ça. Mais c'est vraiment l'idée. Et voilà, il faut l'utiliser pour faire la prévention. L'idée, ce n'est pas de faire une prévention secondaire, même s'il faut faire la prévention sur tous les niveaux, c'est de faire de la prévention primaire, essayer vraiment de combattre, de lutter contre cette inégalité, ce rapport de pouvoir qui génère les violences faites aux femmes. Alors, voilà, je viens de définir le continuum de violence et le fait que les événements de violence, les violences ne sont pas du tout isolées. Ça fait partie, ça a la même origine en fait. L'origine, c'est ce rapport de pouvoir, ce rapport de pouvoir, cette domination masculine sur les femmes la plupart du temps. Mais en épidémiologie et en sciences, généralement en sociologie, c'est très compliqué de le mesurer. En fait, Maria vient de le montrer tout à l'heure, que la première enquête sur les violences conjugales en France, c'était en l'année 2000.
c'est assez tardif par rapport à d'autres enquêtes épidémiologiques. On mesure le tabac depuis des décennies et des décennies. Par contre, les violences conjugales, on peine quand même à les mesurer. Du coup, c'est compliqué. Marielle a présenté plusieurs enquêtes qui ont défini les violences conjugales. Mais moi, je veux bien quand même présenter comment une des meilleures enquêtes, à mon avis, internationale, qui a bien mesuré les violences dites de genre, les violences faites aux filles et aux femmes. C'est une enquête européenne. Alors, la dernière version, elle est sortie en 2024. Elle était faite entre 2020 et 2021, mais à cause de la Covid, il y a eu beaucoup de retard pour la publication des résultats. On était pendant des années en attente de ces résultats. Mais voilà, la dernière version a été faite en 2020, entre 2020 et 2021. La version précédente, elle était publiée en 2014. Et on voit bien qu'entre 2014 et 2020, on a une amélioration de la définition des violences, on a une amélioration des mesures. Pour moi, c'est vraiment la meilleure enquête dans le monde qui a mesuré les violences faites aux femmes, mais on va voir qu'elle ne mesure pas tout. Mais c'est un grand échantillon, plus de 110 000 répondantes, c'est dans plus de 20 pays en Europe. C'est fait par l'Union européenne. Et elle mesure les violences fondées sur le genre telles que les violences sont définies par la Convention d'Istanbul. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, la Convention d'Istanbul est le traité européen de référence pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas juste qu'elle fixe des définitions, cette convention, mais elle fixe aussi des obligations d'action pour les États membres qui signent la convention. Malheureusement, tous les États européens, tous les pays européens n'ont pas signé, et certains pays qui ont signé cette convention, comme la Turquie, retirent de cette convention. Mais voilà, cette convention, elle est importante, il faut quand même toujours la préserver, il faut toujours essayer aussi de la suivre, notamment les obligations d'action pour les États qui sont écrites dans cette convention. Du coup, dans cette convention, les violences faites à l'égard d'une femme, elles sont définies, c'est une violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée. Du coup, voilà, par exemple, les féminicides, on sait que les féminicides sont quand même une violence faite aux femmes car elle affecte le fait de tuer son conjoint affecte de manière disproportionnée les femmes par rapport aux hommes. Même chose pour les violences sexuelles, les garçons, et notamment les garçons et les hommes, sont aussi victimes de violences sexuelles, mais ça affecte de manière disproportionnée les filles et les femmes. C'est pour cela qu'on dit que c'est des violences faites aux femmes. Ça, c'est très important aussi. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas victimes, c'est juste que ces violences sont bien plus prévalentes chez les filles et les femmes que chez les garçons et les hommes. Alors, comment cette enquête elle a mesuré les violences faites aux femmes? Alors, elle a demandé aux répondantes de dire si elles ont subi des violences physiques ou des violences sexuelles par une personne qu'elle ne connaît pas ou à qui elle n'était pas en relation ou elle était en relation, c'est-à-dire elle a défini les violences conjugales et les violences faites par des personnes qui ne sont pas un partenaire, ils ne sont pas un ex-partenaire. Les violences physiques, alors ce n'est pas une définition exhaustive, elle était encore plus longue dans l'enquête. Alors on est un peu allergique en épidémiologie à faire des questions très longues, à faire des questionnaires très longs, car en fait il y a un équilibre toujours à trouver entre avoir un questionnaire qui nous satisfait, où on a toutes les variables, où on peut regarder vraiment les expositions, mais aussi on sait que l'attention, spécialement en 2026, spécialement dans notre époque, l'attention est vraiment une ressource est très très précieux et très pris, et qu'il faut quand même toujours essayer de garder l'attention de la personne et qu'elle réponde. Voilà. Du coup, c'est toujours un problème, mais ce qui était bien, encore une fois, avec cette enquête, c'est que c'était que sur les violences. Ce n'est pas un questionnaire comme d'autres questionnaires de santé qu'on peut trouver, où on va poser des questions sur les maladies cardiovasculaires, le tabac, l'alcool, plein d'autres choses, et après on a quelques questions sur les violences, si possible. Voilà, c'était que sur les violences, et du coup ils ont eu le temps de poser des questions très détaillées. Les violences physiques dans cette enquête sont définies comme le fait d'être menacé de faire du mal. C'est pas juste les violences physiques dans cette enquête, c'est important. C'est pas juste subir des violences
physique, c'est aussi être menacé. Par exemple, quand un partenaire va menacer la femme, je vais te tuer, dans cette enquête, c'est classé comme une violence physique. Mais aussi les autres agressions physiques, les brûlures, l'étouffement et d'autres menaces de violences physiques étaient définies comme des violences physiques dans cette étude. Les violences sexuelles, c'était ou bien, comme on a vu tout à l'heure, des rapports sexuels forcés, contraints, ou des tentatives de rapports sexuels forcés. Alors, à partir de cette définition, ces deux définitions de violence physique et violence sexuelle, dans un cadre de violence conjugale, c'est-à-dire par un partenaire ou un ex-partenaire, ou dans un cadre général, quand on regarde la prévalence, c'est 31% des femmes en Union européenne qui ont subi au moins une violence physique comme définie ou une violence sexuelle, par un partenaire, ex-partenaire ou par toute autre personne. C'est presque une femme sur 3. Et on ne parle pas des blagues sexistes dans la rue ou au travail. Alors, quand on regarde les violences conjugales, et là, c'est ces types de violences, mais faites par un partenaire ou un ex-partenaire à partir de 15 ans, et cette question était que posée pour les femmes qui sont ou qui ont déjà été dans une relation. Ce n'était pas chez toutes les femmes, mais voilà, c'était plus de 80% de l'échantillon quand même. Et là aussi, c'est autour de 20%, 18%. De femmes en Europe qui ont subi au moins une violence physique ou une violence sexuelle dans le cadre conjugal, c'est-à-dire par un partenaire ou un ex-partenaire. Et ce qui est aussi intéressant dans cette enquête, qui est très peu mesurée ailleurs, mais même si ça commence quand même à être mesuré de plus en plus, c'est que cette enquête a mesuré les violences psychologiques. Et voilà, alors les violences psychologiques étaient définies dans cette enquête par le fait d'être rabaissé, humilié, insulté, le fait qu'un partenaire ou un ex-partenaire avait interdit de voir des amis, des pratiques des loisirs, d'être occupé par d'autres activités, d'interdire de voir sa famille, en gros, c'est la stratégie d'agresseur d'isoler sa victime, le fait de se mettre en colère en cas de discussion avec une autre personne ou accusé d'infidélité sans raison, de menacer de faire du mal aux enfants ou à un proche, menacer de retirer les enfants, refuser la garde, et menacer de se faire du mal si la femme le quitte ou la quitte. Ça, très peu d'études mesurent ces variables-là. Malheureusement, on n'a pas la prévalence par catégorie, on a juste une prévalence globale. Et aussi, cette enquête, elle a mesuré les violences économiques. Alors, de manière générale, quand on parle des violences économiques faites aux femmes, on va regarder plus d'une manière sociétale. Par exemple, les lois pour le patrimoine ou par exemple le fait que les filles ont le droit ou pas d'aller à l'école. Mais dans cette enquête, c'est plus des violences économiques individuelles. C'est par exemple le fait qu'un partenaire ou un ex-partenaire avait contrôlé l'ensemble des finances des ménages ou contrôlé excessivement les dépenses, et le fait d'interdire de travailler. Alors, c'est important à comprendre que les violences économiques et les violences psychologiques sont vraiment très importants à comprendre, car pour moi, c'est le premier levier de prévention. Le but, la plupart du temps, le but d'agresseur, c'est d'isoler la victime et de la rendre dépendante. En fait, et on va voir tout à l'heure pourquoi c'est très important. Si elle est dépendante de l'agresseur, elle ne va pas quitter. En fait, l'idée de l'agresseur, c'est de ne pas juste, entre guillemets, tuer la femme, c'est vraiment de la contrôler. On va parler tout à l'heure de contrôle coercitif. Si elle est dépendante économiquement, psychologiquement, elle n'a pas de soutien, elle ne va pas partir. Et il peut continuer ses agressions en toute impunité. Alors, quand on inclut les mesures, les violences psychologiques et économiques, là c'est 30%, c'est-à-dire 30% des femmes en Union européenne qui sont victimes de violences conjugales, physiques, sexuelles ou psychologiques au cours de leur vie. Et quand on regarde dans les 12 derniers mois, comme Maria a dit, on aime bien mesurer au cours de 12 derniers mois les violences, c'était 5,3%. Du coup, au cours d'une année, entre 2020 et 2021, 5,3% des femmes européennes ont subi au moins une violence conjugale, physique, sexuelle ou psychologique. Alors, quand on regarde ce graphique, il y a quelque chose qui saute à l'œil.
qui saute à l'œil. Ce n'est pas juste ce graphique sur les violences conjugales, physiques, sexuelles et psychologiques, mais quand on regarde aussi sur les violences conjugales, physiques et sexuelles, mais aussi au cours de vie, tout type d'agresseurs et de violences confondus, on voit bien que dans les pays nordiques, là où la majorité des index d'égalité femmes-hommes sont plus positifs que dans d'autres pays, on voit que les prévalences sont bien plus importantes dans les pays nordiques que dans d'autres pays de l'Europe du Sud, où la majorité des index sur l'égalité femmes-hommes sont moins positifs par rapport aux pays nordiques. Par exemple, on parle de la représentation des femmes parmi l'Assemblée nationale, ou l'éducation à la vie affective et sexuelle, ou d'autres indicateurs. Et en fait, dans l'enquête, on a quelques explications. Moi, j'aurais aussi d'autres. Voilà. Alors, dans l'enquête, on avance que dans certains pays, on va avoir une définition plus détaillée des violences. Voilà, c'est-à-dire dans les pays nordiques où on a une éducation à la vie affective et sexuelle plus importante, elle se réalise bien plus tôt et elle est plus répétée dans la vie par rapport à d'autres pays. On va mieux définir une violence qu'une autre, alors que c'est le même protocole dans tous les pays, c'est les mêmes questions, bien sûr traduites selon le pays, et les questions sont très spécifiques quand même. Mais on voit cette différence. Et voilà, ça nous fait quand même bien penser c'est quoi les explications. Alors effectivement, une des explications, c'est que dans les pays nordiques, on va mieux définir les violences que dans d'autres pays. Une autre explication aussi, c'est que dans certains pays où on a plus confiance dans les institutions, on va plus aussi pouvoir déclarer certaines violences. Dans d'autres pays, on est là, mais ça sert à quoi de faire ça, alors que bon, il n'y a pas suffisamment de police et de justice pour mener des enquêtes ou quoi que ce soit. Alors aussi, une autre explication en dehors du fait que l'institution, le fait qu'on a confiance en l'institution ou pas, les définitions ou pas, c'est que aussi, dans les pays nordiques, il y a moins de stigmatisation. C'est-à-dire, voilà, c'était un combat féministe pendant des décennies, c'est de changer le camp. La honte doit changer le camp. Dans certains pays où on a moins d'égalité, par exemple, on aura plus de stigmatisation. La victime va sentir la honte, alors que la honte devrait être dans le camp de l'agresseur. Voilà. Il y aura plein d'explications, mais ça, c'est très important à avoir en tête. Car comme on vient de dire tout à l'heure, c'est que normalement, si on fait du travail de terrain et si on améliore l'égalité femmes-hommes, on devrait avoir moins de violence. Alors quand on voit ces mesures, on est là, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même toujours avoir en tête les biais de mesure pour essayer de comprendre et ne pas arrêter la lutte contre le système de domination masculine. Et il faut aussi avoir en tête, effectivement, que quand on voit les données sur les violences, qu'il y aura des biais de mesure à tous les échelons. Voilà, ce qu'on voit, c'est peut-être pas vraiment la réalité, même si ça va ressembler et ça va s'approcher. Du coup, on a les statistiques officielles, on a les violences signalées, les données administratives, on a les violences déclarées dans les enquêtes et on a la vraie prévalence qui, je pense que, voilà, c'est très très compliqué, voire impossible dans certains pays à avoir, toujours à garder en tête. Je vais revenir quand même à l'idée de tout à l'heure, c'est que les violences perçues, des fois, les violences déclarées ne sont pas comme les violences perçues et ne sont pas comme les violences vécues. J'ai parlé tout à l'heure de Liz Kelly qui, elle était une des premières à parler de continuum de violence. Le continuum de violence était expliqué la première fois dans son livre Women, Violence and Social Control. Et en fait, ce livre, il est basé des enquêtes qualitatives, des entretiens qualitatifs avec 60 femmes, pas que victimes de violences. Et dans ces enquêtes, il y a beaucoup de femmes. Bon, on est dans les années 80, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours vrai. Beaucoup de femmes qui ont décrit
des cas de viol, des rapports sexuels forcés. Mais elles ont refusé de dire que c'est du viol. Certaines disent, l'expérience ne s'arrange pas toujours. Certaines disent, à vrai dire, je ne considérais pas comme un viol, parce que le terme évoquait pour moi des inconnus, le noir, la nuit. Voilà, pour certaines femmes, et jusqu'à aujourd'hui, le viol, c'est quelque chose qui se passe dans la rue, et c'est suite à des coups physiques, à de la force physique, à une contrainte physique. Une autre femme, elle dit, non, c'était pas un viol, je n'ai pas à proprement parler été physiquement forcée, mais contrainte, oui, je pense. Voilà, Lise Kelly, elle dit que les expériences ne se rangent pas toujours dans des cases nettes, les frontières sont socialement construites et vécues différemment. C'est tout aussi la difficulté des fois, même pour les agents et agentes de police et de justice, de définir c'est quoi un viol, en fait. Moi, je suis d'accord que le fait de parler de contrainte, qui doit être financière, physique ou psychologique, c'est plus pertinent que de parler, par exemple, de consentement. Même si je sais que ce n'est pas ça ce que vous pensez, mais pour moi, le consentement, ça peut être obtenu suite à une contrainte psychologique qui est plus difficile à montrer. Je vois beaucoup de femmes qui hochent la tête. C'est toujours la réaction que j'ai. En fait, voilà, il faut toujours parler. Et voilà. Vous allez me dire, bon, c'est l'année 87 que ça a été publié ce livre, on est en 2026, MeToo est passé par là, c'est mieux. Alors, je ne suis pas sûre. Ces résultats sont issus d'une enquête faite par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'enquête a été faite fin 2022. Et on a posé la question aux femmes, c'était un échantillon représentatif des femmes françaises, en France métropolitaine. Et dans cette enquête faite par le HCE, 33% des femmes interrogées qui ont déjà été dans une relation intime ont déjà eu un rapport sexuel suite à l'insistance de leur partenaire alors qu'elles n'en avaient pas envie. Est-ce qu'il y a consentement dans ce cas? Vous allez me dire oui. Est-ce qu'il y a viol? Pour moi, oui. C'est un peu dur à le dire comme ça, hein. Ça peut être très dur, mais c'est comme Maria vient de dire, il faut bien définir la chose avant de faire face et avant de lutter contre ça. Du coup, ça explique qu'il y a un rapport de domination, un rapport de pouvoir qui fait que beaucoup de femmes, une femme sur 3 en France en 2022, ont eu au moins un rapport sexuel auquel elles n'avaient même pas envie. Mais c'était suite à l'insistance. On ne parle pas de violence physique ici. Alors, dans cette enquête aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait aussi un tout petit peu de violences reproductives. Alors, c'est quoi les violences reproductives? Je vais commencer avec un exemple. 4% des femmes interrogées dans cette enquête ont déjà eu un rapport sexuel pendant lequel leur partenaire a retiré son préservatif sans demander leur accord. Le pire, que ce pourcentage était 2 fois plus chez les jeunes. Du coup, les jeunes, voilà, on ne va pas dans le bon sens, je dirais, selon les résultats de cette enquête. Alors ça fait partie aussi, bien sûr, des violences sexuelles, mais aussi ça fait partie des violences reproductives. C'est quoi les violences reproductives? C'est le fait qu'un partenaire va ou bien altérer les méthodes contraceptives, ou bien retirer un préservatif à l'issue ou sans consentement de son partenaire, ou bien il va suivre les règles de la personne. Vous allez me dire, mais ça n'arrive pas. Apparemment, si, en fait, pour la forcer à tomber enceinte, ou bien contraindre à avoir des rapports sexuels non protégés. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais lors d'un rapport sexuel consensuel, où les deux partenaires sont d'accord, le fait de retirer le préservatif alors que la femme n'était pas en accord, ça constitue un viol aujourd'hui. Voilà. C'est très peu connu, mais apparemment, ça arrive. Dans la littérature scientifique, la majorité des études sur les violences reproductives arrivent en Afrique, même si on vient de voir que ce n'est pas que dans les pays africains où on a les violences reproductives, et on a très peu aussi d'études sur leur effet sur la santé mentale. Mais ça fait encore une fois partie de la stratégie d'agresseur de piéger, de rendre dépendante sa victime. Voilà, c'est encore plus compliqué de sortir d'une relation si on a un enfant que quand on n'a pas.
voilà, alors du coup, en parlant des violences reproductives, je vais aussi parler des violences, d'autres violences sexuelles faites sur les filles. Comme je viens de dire, les violences sexuelles chez les enfants arrivent chez les garçons et les filles, mais malheureusement, chez les filles d'une manière encore plus disproportionnée. Alors ça, c'est une méta-analyse et une revue systématique publiée l'année dernière dans le Lancet, dans le JAMA, cette étude. Et c'est quoi une revue systématique et une méta-analyse? C'est une grande étude où on va regarder toutes les études publiées sur un sujet et essayer de faire une moyenne, entre guillemets, une moyenne, de regrouper les résultats. Alors, dans cette étude, où on a plutôt interrogé souvent les adolescents entre 15 et 19 ans sur les violences subies, on a vu en moyenne, entre guillemets, on dit un effet poolé, un effet moyen regroupé, à partir de 165 études, presque 1 million d'enfants. La prévalence moyenne des rapports sexuels forcés, c'était 7% chez les filles. D'agression sexuelle, environ 9%, et d'harcèlement sexuel, c'était 11%. C'est énorme, mais même dans le résumé de l'étude, au tout début de l'étude, les auteurs et autrices de cette méta-analyse, de cette revue, insistent sur le fait que probablement ces chiffres, qui sont quand même énormes, sont sous-estimés, pour les raisons qu'on vient de voir. Et aussi, c'est que vraiment, c'est compliqué encore plus pour les ados de parler des violences par rapport aux adultes. Mais voilà, ces chiffres sont quand même accablants, même s'ils sont une sous-estimation. Et une des premières recommandations de ces auteurs et autrices, c'est de mieux mesurer les violences. C'est quand même un challenge. On a d'autres données que celles présentées par Maria ce matin sur les violences sexuelles faites aux enfants en France. C'est surtout à partir de l'enquête Population Générale 2020 INSARM-CIAZ. Cette enquête, au tout début, elle a été mise en place pour aussi investiguer les violences sexuelles dans le cadre des violences faites dans le cadre d'églises, mais c'était à partir d'un échantillon populationnaire qui nous permet d'avoir un pourcentage, une prévalence populationnelle chez toutes les personnes, tout type de victimes de violences sexuelles. Et voilà, les questions, elles étaient plus détaillées que d'autres questions, même si elles n'étaient pas exhaustives à mon avis. Mais dans cette enquête, chez les jeunes entre 18 et 19 ans, chez les femmes, 22% ont déclaré avoir subi des violences sexuelles et 6% des hommes. Alors, on voit bien que chez les jeunes, on a une prévalence plus importante des violences sexuelles que chez les plus âgés. Ça revient aussi à ce que disait Maria tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est à cause que les jeunes subissent vraiment actuellement plus de violences qu'avant? Je ne pense pas. Je pense que c'est un mélange de plusieurs facteurs. C'est que la stigmatisation et la honte qui étaient associées aux violences, elle est de moins en moins, heureusement, chez les jeunes par rapport aux plus âgés. Il y aura aussi un biais de mesure lié à l'oubli, éventuellement. Voilà. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette différence, mais le fait qu'on voit que les prévalences de violences sexuelles chez les jeunes qui va être déclarée plus que chez les personnes plus âgées, elle n'est pas juste dans cette étude, elle est dans toutes les études qu'on voit, que les jeunes vont plus déclarer, mais je pense que c'est surtout lié au fait qu'on a une définition plus claire des violences sexuelles chez les plus jeunes, car on a une indication de la vie affective et sexuelle un peu plus poussée, mais aussi on a moins de stigmatisation, je pense que voilà. Et tant que je suis sur les prévalences de violences sexistes et sexuelles chez les jeunes filles, je vais juste rapidement parler aussi des cyberharcèlements, spécialement chez les jeunes. Encore une fois, les garçons aussi sont victimes de cyberharcèlement, mais toutes les études montrent que les filles sont plus à risque. Elles sont plus exposées, pas juste en prévalence, pas juste au pourcentage des filles qui sont exposées, mais aussi le type de cyberharcèlement qui est subi par les filles, il sera plus répétitif, plus grave qu'en moyenne chez les garçons. Et ça a un effet important
sur la santé mentale des filles, même si on n'a, à mon avis, pas encore de recul. En plus, les cyberharcèlements, la vitesse d'évolution de cyberharcèlement, les deepfakes, le fait que voilà, c'est quand même un domaine où il y a de plus en plus de choses qui se passent, on n'a encore pas beaucoup de recul, fait qu'on n'a pas encore tous les derniers chiffres sur l'effet de la santé mentale, mais ce qu'on sait aujourd'hui, que ça a quand même un effet délétère sur la santé mentale des filles. Alors, après, on a posé des ordres de grandeur en population générale. Je veux bien parler maintenant des contextes de vulnérabilité, même de vulnérabilisation. En fait, les prévalences que je viens de montrer, c'est vraiment en population générale. Mais ces expositions aux violences, souvent, elles ne sont pas uniformes. Et on a une distribution sociale de cette exposition aux violences. On a déjà, et on le sait depuis un petit moment, que beaucoup de déterminants sociaux de la santé, notamment la pauvreté, l'instabilité du logement, l'insécurité alimentaire et le faible niveau d'éducation des parents, sont associés d'une manière significative aux violences à l'encontre des enfants. C'est vrai pour les violences physiques, c'est vrai pour les violences sexuelles aussi, c'est vrai pour les violences sexistes et sexuelles. En fait, il y a des déterminants sociaux de la santé qui sont un facteur de risque des violences faites aux filles et aux femmes. Mais comme je viens de dire, la plupart du temps, il ne faut pas regarder les facteurs individuels, il faut regarder le contexte, en fait. Je vais donner un autre exemple. Après, je vais essayer d'expliquer le processus qui se met en place pour expliquer cette différence. Voici une étude à partir de plusieurs pays qui a montré qu'un statut socio-économique plus favorisé est associé à une baisse de risque des violences conjugales. Du coup, les violences sexuelles chez les enfants et les violences conjugales seraient plus prévalentes dans un contexte socio-économique défavorisé. Alors, comment on peut expliquer cela? Pour comprendre ces mécanismes, il faut, pour moi, mobiliser des modèles explicatifs. Il faut expliquer les processus. Ça, c'est un cadre conceptuel publié dans le Lancet en 2002 par Richard Hughes. J'ai une version en français plus lisible de ce mécanisme, publiée par Richard Hughes. Et en fait, elle explique déjà en 2002 que, bon, là, pour elle parlait des violences conjugales, mais pour moi, c'est aussi vrai pour les violences sexuelles faites aux enfants. C'est qu'on peut voir que certains facteurs individuels, comme le faible niveau d'éducation, le manque de soutien, le manque de pouvoir économique, a un effet sur les violences, mais c'est surtout des manifestations idéologiques, des contextes sociaux qui font qui sont le facteur principal des violences conjugales. Par exemple, elle parlait d'hiérarchie des genres, autrement dit, c'est la domination masculine, le droit sexuel masculin, comment il est perçu, comment il est compris, et la masculinité liée au contrôle des femmes. Alors, je ne pense pas que ce processus, ce cadre conceptuel, il est exhaustif, mais il est important déjà en 2002, elle essayait d'expliquer, la chercheuse, qu'il y a vraiment très peu de facteurs individuels qui expliqueraient les violences conjugales, mais c'est surtout des manifestations idéologiques. Elle a même parlé, par exemple, le fait que quand il y a des violences de guerre ou des violences plus prévalentes dans la communauté, par exemple dans certains quartiers défavorisés, on voit aussi une augmentation des violences. C'est comme si les violences sont banalisées. Mais pour moi, pour ajouter à ça et pour expliquer pourquoi les facteurs socio-économiques seraient un facteur de risque, il faut revenir aussi, à mon avis, à l'idée d'impunité. C'est-à-dire, l'agresseur, quand il est plus sûr qu'il va pas être touché après ces violences commises, il va être plus motivé, ou voilà, il va commettre plus de violences. On le voit aussi, ce continuum de violence, dans plusieurs cas médiatisés.
Par exemple, celle de Dominique Pellico, il a commencé avec des petites violences et il a bien vu que personne ne le touche, en fait, il a continué. Et là aussi, encore une fois, l'importance de penser de continuum pour la prévention. Voilà, du coup, je pense que le fait aussi de cibler des personnes défavorisées, c'est plus facile car on assure un peu plus notre impunité, car on sait que ces personnes ont moins accès aux soins ou à appeler à la police, spécialement quand on est défavorisé, on est dépendante du conjoint violent, on va moins appeler de l'aide, moins avoir accès aux soins, et on va plus être victimisé. C'est la même chose pour les personnes en situation de handicap. Plusieurs études nationales françaises, mais aussi internationales, ont montré que les enfants en situation de handicap sont presque 4 fois, mais voilà, en moyenne presque 4 fois plus exposés aux violences que leurs pères, filles et garçons, mais dans la plupart des études ont estimé que chez les filles, on a encore plus de taux de victimisation plus important que chez les garçons, même si c'est important chez les deux. Et les enfants n'ayant pas de communication verbale ou malentendante sont plus susceptibles d'être victimes de négligence ou de violences sexuelles. Et là, encore une fois, si la victime elle ne peut pas demander de l'aide, c'est plus facile de la victimiser, malheureusement. C'est la même chose aussi pour les violences conjugales. Il y a des données canadiennes qui ont montré que les femmes en situation de handicap déclarent plus souvent des agressions physiques ou sexuelles que les femmes qui ne sont pas en situation de handicap. Dans la même manière, le même dynamisme, on voit aussi que les femmes qui sont migrantes ou qui sont d'une origine ethnique minorisée sont aussi plus à risque de violences conjugales que d'autres femmes. Et là, encore une fois, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la plupart du temps des femmes en situation socio-économique défavorisée, c'est des femmes qui ont moins confiance aux institutions, elles vont moins aller aux polices, spécialement par exemple les femmes victimes de racisme aux États-Unis, elles vont avoir moins confiance à la police pour appeler la police au cas de violence conjugale, mais aussi elles seraient plus dépendantes, du coup, plus difficile, encore plus compliqué de sortir d'une relation violente. Et il y a aussi plusieurs études sur les femmes migrantes. Voilà, on sait que les femmes migrantes sont plus à risque de violence conjugale, et ce n'est pas car les personnes migrantes sont plus violentes par nature, pas du tout, mais c'est juste que dans le cadre d'un couple migrant ou quand la femme est migrante, bah là, elle est encore plus dépendante. Elle peut moins sortir de cette relation violente. Les agresseurs, ils le savent. Et ils savent qu'elle est dépendante de lui, par exemple, pour un visa, pour un minimum basique à cause des difficultés financières. Du coup, ils vont utiliser ça pour la garder sous leur contrôle. Voici un verbatim, une citation d'une femme victime de violences migrantes aux Pays-Bas. Elle disait « À l'époque, je ne connaissais personne. C'est ce qui manquait le plus. Je n'avais personne ici. Je devais tout demander à ma belle-mère. Et elle était très précise. Je devais nettoyer et cuisiner toute la journée. Je n'étais bonne à rien d'autre. Ils m'ont amenée ici comme leur servante. Vous savez, j'ai dû m'occuper de leur grand-mère pendant 7 ans. Si j'avais été en Turquie, ils n'auraient jamais pu me faire tout ça. J'aurais eu le soutien de mes parents et de mes frères. Ici, ils m'ont humiliée. Ici, j'ai souffert. Je n'avais personne. » Chez les femmes migrantes, c'est encore plus facile de l'isoler, en fait. Voilà, la stratégie d'agresseur, normalement, c'est d'isoler sa victime pour qu'elle ne demande pas de l'aide. Bon, chez les femmes migrantes, c'est encore plus facile. C'est pour cela, il faut vraiment insister sur le fait que ce n'est pas car les migrants sont plus violents en nature, c'est que le contexte fait que c'est plus facile, en fait. Alors, à partir de là, j'ai pas mal expliqué la prévalence de ces différentes violences et des contextes de vulnérabilisation. Maintenant, on va parler un peu plus d'effets sur la santé mentale. Pour info, ça c'est une peinture de la peintresse serbienne Alexandra Devic qui a peint des femmes
à partir de leur témoignage sur Twitter en 2016, quand Twitter servait quand même la cause féministe, pourquoi elles sont restées dans des relations toxiques et violentes. Alors, quel effet sur la santé mentale ? Je vais commencer par des travaux qui sont faits dans notre équipe à partir de la cohorte Constance. Alors, la cohorte Constance est une cohorte française qui a recruté plus de 220 000 participants et participantes partout en France. Voilà, c'est une des plus grandes cohortes nationales, même dans le monde. Et on a eu de la chance, grâce à ma collègue Judith van der Waarden, qu'en 2020, on a inclus des données sur les violences faites aux enfants. Mais voilà, il faut juste dire que cette étude, elle a commencé en 2011. Elle regarde la santé mentale, elle regarde le sommeil, elle regarde plein de facteurs de santé, mais on a eu des questions sur les violences qu'en 2020. Bon, après, c'est très bien qu'on l'a. Ces questions, elles n'existent pas dans plusieurs autres cohortes internationales. Et voilà, en 2020, on a posé les questions. Alors, juste pour info, les questions des violences faites aux enfants étaient posées qu'en 2020 et il y avait environ 100 000 participants et participantes en 2020 qui ont répondu au questionnaire Constance, dont environ 60 000 femmes. Et ce qui est super, qu'en 2020, on a posé des questions, pas juste est-ce que vous êtes victime de violences sexuelles, on a posé des questions sur les agressions sexuelles qui sont différentes de rapports sexuels forcés. Du coup, on a la prévalence du viol chez ces femmes, mais aussi on a la prévalence d'agressions sexuelles. 12% de notre échantillon ont dit avoir subi une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Et environ 5% ont déclaré être victimes de viol avant l'âge de 18 ans. À partir de ces questions-là, on a regardé l'effet des violences sexuelles durant l'enfance sur les symptômes dépressifs à l'âge adulte, en 2020. En moyenne, les participants et participantes avaient plus de 50 ans, en fait. Et même quand on prend en compte le diplôme, la catégorie socio-professionnelle, le nombre d'enfants, l'âge, d'autres covariables ou des facteurs qui pourraient affecter la santé mentale, on voit qu'il y a un effet très important entre le fait d'avoir subi un rapport sexuel durant l'enfance, dans certains cas il y a 30 ans, sur la santé mentale à l'âge adulte. Même le fait de subir des agressions sexuelles et pas un rapport sexuel forcé est lié à des symptômes dépressifs, à un risque important des symptômes dépressifs par rapport aux personnes qui n'ont pas subi des violences sexuelles. Et ça, c'est des résultats en cours qui sont que chez les femmes. Chez les hommes, on voit aussi les mêmes effets, c'est-à-dire les rapports sexuels forcés et les agressions sexuelles subies durant l'enfance sont liés à des symptômes dépressifs à l'âge adulte et à un risque de santé mentale détérioré plus important. Quand on regarde d'une manière générale, par exemple les symptômes dépressifs en population générale, on voit que les femmes, systématiquement, ont plus de symptômes dépressifs par rapport aux hommes. On le voit, par exemple, ces résultats sont à partir du baromètre santé. Le baromètre santé, c'est une enquête nationale répétée qui est faite par Santé publique France depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Systématiquement, on voit que les femmes, des fois, ont 2 fois plus de risques de symptômes dépressifs, un épisode dépressif caractérisé dans l'année qui vient de passer par rapport aux hommes. Ces taux augmentent chez les hommes et les femmes, mais encore une fois, les femmes subissent plus ces épisodes dépressifs caractérisés par rapport aux hommes. Et pendant longtemps, on ne posait pas la question sur les violences. Du coup, et j'ai même regardé, par exemple, en 2005, qu'est-ce qu'ils ont parlé des différences hommes-femmes, pourquoi ils expliqueraient cette différence hommes-femmes sur leur santé mentale. Il y a très peu qui était dit. On parle beaucoup des différences socio-économiques, d'inégalités sociales qui seraient responsables, on parle très peu de différences femmes-hommes, mais en 2017, c'était la seule fois dans le baromètre santé, à mes connaissances, qu'on a des questions sur les violences sexuelles. Et là, en 2017, sur un échantillon de plus de 20 000 personnes, environ 10% des femmes et 2% des hommes ont déclaré avoir subi des violences sexuelles. C'était une catégorie assez large, mais voilà, ça c'est les prévalences. Et quand on a regardé
le surrisque, par exemple suicidaire, mais on a aussi regardé le surrisque des symptômes dépressifs entre hommes et femmes, on a pu montrer que les violences sexuelles pouvaient expliquer jusqu'à 40% de ce surrisque entre hommes et femmes, avec des analyses dites de médiation, c'est-à-dire, qu'est-ce que ces résultats vont dire? Que si on regarde les violences sexuelles, on pourra éventuellement voir quel effet ces violences sexuelles aura sur le surrisque entre hommes et femmes de symptômes dépressifs et des épisodes dépressifs caractérisés, mais même de risques suicidaires. Du coup, voilà, l'idée, c'est qu'on continue à regarder cela pour essayer de comprendre et mieux prévenir et accompagner ces femmes. Alors, en dehors des données françaises, des méta-analyses, encore une fois, des études qui ont regroupé les études sur l'effet des violences sexuelles sur la santé mentale. Celle-là est une des méta-analyses phares dans le domaine. On a regardé l'effet des violences sexuelles subies durant l'enfance sur plusieurs indicateurs de santé, les tentatives de suicide, l'usage de substances, les douleurs, l'obésité, les symptômes dépressifs, l'anxiété. Et on a montré que, à partir de plus de 500 études dans le domaine, que les violences sexuelles subies durant l'enfance augmentent le risque de tentative de suicide, augmentent le risque d'usage de substances, augmentent le risque bien sûr des symptômes de stress post-traumatique, de douleur, d'obésité, de troubles de l'alimentation, de dépression, de troubles de la personnalité borderline et d'anxiété. Sachant que, encore une fois, la plupart des études, elles ont peut-être mal mesuré les violences sexuelles, la définition n'était pas claire, ou bien on a une sous-estimation de ces déclarations. Du coup, c'est quand même quelque chose à continuer à regarder, à mieux mesurer. Il y a, même chose, une méta-analyse qui a regardé l'effet des violences conjugales sur la santé des femmes. Là, encore une fois, on a montré que les violences conjugales physiques, psychologiques ou sexuelles sont liées à un risque plus important de dépression chez les femmes victimes, à partir d'une cinquantaine d'études. Il y a vraiment d'autres revues et méta-analyses qui ont regardé les effets des violences conjugales sur la santé mentale des victimes, et on a vraiment des très bonnes preuves que les violences conjugales sont aussi liées à des symptômes de stress post-traumatique et à d'autres problèmes de santé mentale chez les femmes victimes de violences conjugales. Alors, je vais quand même parler d'un autre type de violence conjugale. J'en ai un peu parlé tout à l'heure en parlant des violences psychologiques, mais je veux parler spécifiquement de contrôle coercitif. C'est très important, ça fait partie vraiment du continuum, et pour moi, c'est vraiment un levier de prévention. C'est quoi le contrôle coercitif? Alors, on a eu quand même la chance, on n'a pas toujours la chance d'avoir des ministres qui sont bien formés dans les violences sexistes et sexuelles, mais on a eu la chance d'avoir Isabelle Levin-Rome, qui était ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle était aussi magistrate et elle avait pas mal d'expérience sur les violences faites aux femmes. Et elle parle toujours de contrôle coercitif. Il s'agit d'un contrôle exercé en verticalité sur l'autre pour l'écraser. Ce sont des comportements répétitifs, cumulatifs, qui visent toujours à réduire l'autre quasiment à néant. Elle est une voix assez connue qui parlait de contrôle coercitif. Les Canadiens et Canadiennes sont aussi très avancés sur ça, sur le contrôle coercitif, sur la définition. Et vraiment, le contrôle coercitif, il n'y a pas une définition, ce n'est pas la même chose chez tout le monde, mais c'est vraiment l'idée d'un comportement de contrôle. Je donne toujours l'exemple de Quatennens, un député qui a fait des violences conjugales physiques. En fait, il est condamné pour des violences conjugales physiques. Mais quand on regarde son récit, on voit les symptômes d'un contrôle coercitif. Le fait qu'en fait, l'événement, l'accident ait lieu quand il a pris son téléphone. En fait, c'est la jalousie, le fait de contrôler, le fait d'isoler, mais aussi de contrôler à qui elle parle et quand elle sort. Le fait que, même quand elle était son ex-femme, il parlait de ma femme, en fait. Voilà. Il y a certains petits signaux
c'est compliqué car ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Mais l'idée, c'est de voir des événements répétés, des actes répétés dont le but, c'est d'isoler, c'est d'inverser la culpabilité. La plupart des temps, les agresseurs vont dire « mais moi, je t'ai tapé, mais c'est ta faute. Arrête de faire des bêtises, c'est ta faute », comme si elle est un enfant. Même si, bon, pour moi, l'enfant aussi, on n'a pas du tout le droit de faire des violences physiques ou psychologiques. Voilà, c'est des menaces. C'est aussi le fait de dire bon, tu me quittes, je suicide. Je prends les enfants. Voilà, c'est vraiment un cercle vicieux de contrôle, d'écrasement psychologique. L'idée, c'est qu'elle ne sort pas, qu'elle soit sous contrôle, isolée, et elle ne part pas, en fait. Il y a une chercheuse, Andrea Grieve-Vintila, qui est connue et elle a publié sur le contrôle coercitif. Je vous invite tous et toutes de lire ce livre, mais d'autres livres qu'elle a faits sur le contrôle coercitif. Elle est une des pionnières, une des plus grosses autrices sur le sujet en France. Mais voilà, si je peux résumer, le contrôle coercitif désigne une série de stratégies utilisées par un partenaire ou un ex-partenaire pour isoler, contrôler, terroriser sa victime et la priver de liberté petit à petit. Ça ne commence pas par « tu ne peux pas sortir », ça commence par essayer de la mettre en dépendance et isoler petit à petit pour qu'elle ne puisse pas partir. Alors, est-ce qu'on a des études épidémiologiques sur l'effet de contrôle coercitif? Bon, ça, c'est l'étude en français, je l'ai traduit en anglais. Oui, les études qu'on a aujourd'hui montrent bien un effet de contrôle coercitif délétère sur la santé mentale, mais encore une fois, les auteurs et autrices de cette étude disent que dans la plupart d'études qui existent dans la littérature, la définition de contrôle coercitif, elle n'est toujours pas très détaillée. Il y a toujours des petits problèmes de mesure. Encore une fois, c'est très compliqué de déclarer cela, mais dans les études qu'on a, on montre un effet de contrôle coercitif sur la santé mentale. On montre même un effet important sur le symptôme de stress post-traumatique, en fait, en dehors de violences physiques ou de violences sexuelles déclarées. Alors, voilà, du coup, si je regarde un peu la recherche sur le continuum des violences, on avance. Au tout début, on mesurait que les violences physiques, que les violences conjugales, que le féminicide. Aujourd'hui, on mesure plus le continuum. Longtemps, c'était... On posait la question « êtes-vous victime de violence ou pas ?» Aujourd'hui, on va poser des questions sur la revictimisation, le nombre de fois. On va aussi poser la question des co-occurrences, c'est-à-dire est-ce que les violences physiques sont arrivées avec d'autres violences, peut-être durant l'enfance. On a aussi des études sur les profils ou les groupements, c'est-à-dire on va grouper les personnes, les victimes, selon le type et la fréquence des violences mesurées. Et tous ces types d'études, n'importe quelle étude on regarde, comment on mesure les violences, on voit quand même toujours un effet délétère de ces violences sur la santé mentale des filles et des femmes. Et, juste la semaine dernière, il y a un article dans Lancet qui est sorti. Il s'agit d'une étude Global Burden of Disease, c'est-à-dire la charge nationale mondiale de morbidité. Et on a montré dans cette étude que près de 608 millions de femmes de 15 ans et plus ont déjà subi des violences conjugales. Attention, on ne regarde pas du tout le contrôle coercitif dans ces études. On regarde les violences physiques et ou sexuelles. Du coup, juste en regardant une définition très stricte des violences, on voit que c'est 608 millions de femmes. Et cette étude montre que les violences conjugales sont le 4e facteur de risque le plus important pour la santé en termes de vie en bonne santé perdue ou dialyse. Et l'impact, comme on vient de voir, se traduit massivement par des troubles de la santé mentale, notamment l'anxiété et la dépression majeure. Alors, certains mécanismes sous-jacents, ça sera l'altération neurobiologique du stress, comme Maria vient d'expliquer, par exemple, ça sera l'axe HPA, hypophyso-surrénalien, qui régule le stress et le cortisol. Ça peut être aussi des sentiments de honte et culpabilité, d'isolement social
ou bien provoqués par l'agresseur, ou bien contraints à cause de la stigmatisation, de la honte et la culpabilité sentie ou autre, mais aussi ça peut être à cause des trajectoires sociales. On a des études, même des méta-analyses, qui montrent que les violences sexuelles sont associées à l'absentéisme, au décrochage scolaire. Alors, contre ce continuum de violence, comme je viens de dire, il faut un continuum d'action. Il y a des études qui ont montré un effet positif des interventions. Bien sûr, on parle des thérapies cognitivo-comportementales, on parle d'autres thérapies qui sont centrées sur l'être humain. On a des interventions qui marchent. Mais le problème est sociétal, et devant un problème sociétal, il faut aussi des solutions sociétales. Il faut suivre la Convention d'Istanbul, par exemple, qui quand même a des obligations aux États de prévenir les violences, de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de promouvoir l'égalité. Oui, poursuivre les auteurs. Car quand on sait qu'on peut faire des actes en toute impunité, on va continuer de les faire, en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà, du coup, pour résumer, les violences faites aux filles et aux femmes ne sont pas des événements isolés, elles forment un continuum et peuvent se chevaucher, s'accumuler au cours de la vie. À l'échelle mondiale, ce continuum a un impact majeur sur la santé mentale, même si beaucoup de travaux restent en silo. Il faut mieux mesurer les violences, il faut avoir une prise en charge et un accompagnement centré sur l'être humain, l'accès aux droits, la continuité des soins, mais il faut surtout prévenir en amont, agir sur les normes, les environnements et les déterminants structuraux. Je vous laisse avec quelques ressources d'accompagnement et des dispositifs d'aide aux femmes victimes, notamment le centre Hubertine-Auclair. Il a une carte pour orienter les femmes victimes de violences. Ça peut être des soins en psychologie jusqu'à des agents et agences de justice. Il y a le 3919, le 119 pour les violences faites aux enfants et le chat en ligne en avant toutes. Je vous remercie.